Maître Mélie, bonjour. Le collectif Sylvain Swap a déposé pour le compte du candidat déclaré à l'élection présidentielle, le professeur Maurice Kamto, un recours devant le Conseil constitutionnel afin de constater l'inexistence en l'état du corps électoral convocable et à la prise des mesures de régularisation nécessaires pour ne pas affecter la sérénité du scrutin, voire des droits inaliénables des électeurs et ceux des candidats. En quoi vise cette démarche? Oui, Romaric, je pense que vous avez assisté, comme tout le monde, à l'application d'un communiqué le 10, directeur de l'ECAM, et le lendemain, c'était le décret présidentiel qui convoque le corps électoral pour l'élection présidentielle 2025 devant se tenir le dimanche 12 octobre. Voilà. Donc, il convoquait donc le corps électoral. Et dans le communiqué du 10 juillet du directeur général de l'ECAM, il était précisé que les opérations d'enrôlement des électeurs sur la liste électorale devraient s'achever et se clôturer tout juste après la convocation du corps électoral. Et il annonçait un toilettage de cette liste sans dire exactement quand il devra s'achever. Alors, il se posait la question de savoir le président de la République a convoqué quel corps électoral? C'est la question. C'est quel corps électoral qu'il a donc convoqué? Lorsqu'on sait que déjà à partir du mois de janvier, la question de la publication de la liste électorale nationale, conformément à l'article 80 du code électoral, pose problème. Et que selon les discours audiovisuels du directeur de l'ECAM ces jours-ci, il dit qu'il assume la non-publication de la liste électorale. De toutes les façons, il dit qu'il ne va pas le faire. Et dans son communiqué du 10 juillet, il réitère effectivement ses propos. Pourtant, le 28 janvier 2025, le président du Conseil électoral avait été un peu plus souple parce qu'il disait que, à cause des difficultés techniques que l'ECAM connaissait, le problème de la liste électorale nationale allait se résoudre. Donc, on se retrouve donc à analyser le décret présidentiel du 11 juillet, le décret 2025/305 du président de la République, et on se rend compte que le président de la République n'a pas visé une liste électorale nationale. Donc, parmi les visas, le collectif a constaté que le président de la République n'a pas vu cette liste. Alors, s'il n'a pas vu cette liste, et il n'a pas visé une quelconque liste qui serait le fondement de, de son décret, à ce moment-là, il s'agit donc de quel corps électoral que l'on convoque. Qu'est-ce qui vous inquiète tant avec cette convocation du corps électoral dans les conditions que nous connaissons tous, c'est-à-dire sans avoir publié la liste électorale nationale comme ça se fait dans d'autres pays en Afrique? Est-ce le toilettage du fichier électoral que ferait Elections Cameroun, comme annoncé pour le 10 juillet 2025? Romaric, il faut qu'on s'entende déjà sur la notion de corps électoral. Le corps électoral s'entend l'ensemble de tous les électeurs appelés à exercer, c'est-à-dire inscrits dans les registres des électeurs et appelés à exprimer leur droit de suffrage. Alors, lorsqu'on dit corps électoral, à un moment donné, ça veut dire que on n'appelle pas l'intégralité de toutes les personnes qui sont inscrites sur les listes ou qui ont eu à s'inscrire sur les listes. Et c'est pour ça qu'en théorie, on distingue le corps électoral des inscrits du corps électoral, n'est-ce pas, potentiel. Et le corps électoral potentiel est le corps électoral qui est convoqué ou qui est convocable. Et cette théorie-là s'applique dans notre législation interne à travers les articles 80. L'article 80 qui parle de l'enrôlement, c'est-à-dire le processus d'enrôlement aboutit à l'établissement de la liste électorale nationale. Ça, c'est le corps des inscrits. Et c'est ce corps qui doit être soumis à un contrôle contradictoire de l'électeur, euh, des acteurs du processus électoral et des partis politiques. Au terme de notre texte, ce corps-là ne peut pas être convoqué puisque c'est un corps qui contient encore des résidus qui doivent être passés aux toilettes, comme les omissions, comme les doublons et comme les personnes décédées. Voilà. Donc, ce corps-là, c'est-à-dire corps, corps électoral des inscrits, tout court, n'est pas convocable. Donc, le président de la République n'a pas le droit de convoquer celui-là. Parce qu'en convoquant celui-là,
des personnes qui seraient inaptes à exercer le droit de vote seraient amenées donc à le faire. Maintenant, le corps électoral convocable est celui qui est issu ou celui qui est la résultante de l'application de l'article 81. Figurez-vous, le législateur dit, OK, le directeur général de l'ECAM rend public la liste électorale. Et à 81, il dit, le directeur de l'ECAM, c'est lui qui tient le fichier électoral. Et à l'alinéa 2, il dit donc que lorsqu'il a rendu public, il a appliqué l'article 80, donc les électeurs, les partis politiques, plus généralement tous les acteurs de processus électoral, sont appelés à exercer leur contrôle. Ça, c'est le contrôle contradictoire entre l'agent d'enrôlement et les électeurs. Puis, s'il y a donc des contestations, c'est-à-dire des recours à faire, ça passe par une procédure administrative dont le premier filtre est le conseil électoral. S'il y a encore des contestations, après le conseil électoral, il y a les recours juridictionnels et la cour d'appel compétente doit siéger dans 5 jours. Donc, c'est à l'issue de toutes ces opérations qu'on obtient ce qu'on appelle le corps électoral convocable par le président de la République. Il faut faire donc cette distinction. Parce que au début de l'année, lorsqu'on parlait de la liste électorale, les gens étaient émancipés en disant que oui, on peut faire n'importe quoi, on peut afficher dans les mairies, on peut faire ça. Non, non. Nous continuons au collectif à insister sur le caractère unique de la liste électorale. Le législateur a dit là, il n'a pas dit les. Nous continuons encore à dire que la liste électorale nationale doit répondre au principe de l'exhaustivité. C'est-à-dire, on ne doit pas publier la liste en retrachant certains éléments. Et à la fin, la liste électorale doit être sincère, c'est-à-dire refléter réellement la vérité de ceux qui se sont fait enrôler. Le second recours a été porté par le collectif au nom du professeur Alain Fogueté-Dom devant le juge civil du tribunal de Munich contre l'entreprise Veridos, partenaire technique d'Elecam pour qu'elle se désengage de toute responsabilité dans tout acte de fraude électorale à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Pourquoi Munich et c'était quoi le contenu de cette requête? Il faut dire que Elecam dans son déploiement, signe plusieurs conventions. C'est-à-dire, pour mener à bien sa mission, l'ECAM est autorisé de par le code électoral, n'est-ce pas, à signer des conventions avec des tiers. Veridos fait partie des bénéficiaires de ces actes par lesquels l'ECAM a mobilisé les moyens techniques qui lui permettent de faire l'enrôlement et le transport d'informations vers les services centraux au fin d'accomplir complètement toute sa mission, parce que sa mission consiste à l'enrôlement jusqu'au résultat. Cela veut dire mobiliser des informations relatives aux électeurs, les transporter et mobiliser les informations issues des scrutins, n'est-ce pas, et les traiter. Or, dans notre pays, on a appelé ça de la biométrie électorale, et que l'ECAM, en s'engageant avec Veridos, avait trouvé un partenaire technique qui lui fournissait tout le matériel nécessaire et les infrastructures nécessaires à faire ce genre de travail. Pourquoi Veridos aujourd'hui en procès? Veridos est en procès parce que depuis que les Camerounais se plaignent des dysfonctionnements techniques des machines de l'ECAM, on n'entend pas la voix de Veridos. Or, le contrat de Veridos est un contrat qui est adossé au Trésor public du Cameroun. Ce qui veut dire que c'est un marché que Veridos, qui a une réputation internationale dans la production des cartes biométriques, que ce soit les passeports, les cartes d'identité et autre chose, qui a une réputation internationale. Donc, puisse donc faire ça au Cameroun. Donc, il faut se poser la question de savoir pourquoi Veridos, qui gagne des marchés en Amérique latine, qui gagne des marchés en Europe de l'Est et partout dans le monde, peut bien faire là-bas et ne pas bien faire au Cameroun. Donc, il se trouve donc que les dysfonctionnements qui sont décrits depuis par l'ECAM ne trouvent pas toujours satisfaction et que le contrat de Veridos n'ayant pas été soumis à la publicité, comme la dernière fois le contrat avec l'ONU, donc il y a lieu de se poser des questions. Quel est le contenu du contrat que l'ECAM a signé avec Veridos? Et maintenant, pourquoi lorsqu'il y a donc des pannes et des dysfonctionnements, Veridos n'intervient pas comme il le fait ailleurs?
Donc, ce sont des questions qu'on s'est posées. Et on s'est dit, il ne faudrait pas que Veridos s'associe à des actes de fraude électorale au Cameroun. Il ne faut pas que Veridos le fasse. Donc, le procès est engagé à Munich, tout simplement parce que le premier contrat de Veridos a été signé à Munich, et c'est à partir de Munich que sont donc transportées toute la technologie sur le sol camerounais. Et en tant que partenaire technique, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas abandonner Elecam, sauf peut-être une clause exonératoire de responsabilité, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas donc dire que Elecam connaît des problèmes et pendant qu'ils sont encore dans les liens contractuels, ils n'interviennent pas pour résoudre ces problèmes. On a vu sur les réseaux sociaux plusieurs Camerounais se plaindre de n'avoir pas accédé à leur statut sur la plateforme en ligne d'Elecam, malgré qu'ils aient introduit leurs informations. Est-ce une défaillance informatique ou un projet bien pensé et à quelle fin? On ne peut pas savoir, on ne peut pas dire si c'est un projet bien pensé, mais je pense que c'est la preuve que les infrastructures de Veridos et d'Elecam ne sont pas en train de satisfaire les lecteurs. Il n'y a pas que seulement ça. Il y a des gens qui se sont vérifiés leur enrôlement en ligne au mois de mars, qui aujourd'hui n'y figurent plus. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si le toilettage, qu'on dit là, se passe chaque jour, et que ça permet donc de gommer donc, des électeurs qui avaient déjà vérifié et qui étaient restés tranquilles. Et à cette allure, si rien n'est fait, sachez que le jour peut-être même du vote, on va constater que certains candidats, n'est-ce pas, ne sont plus dans le fichier de l'ECAM. Et c'est très grave, c'est très grave. C'est très grave que ces genres de manipulation puissent s'opérer dans un système pour une élection que tout le monde veut sincère, fiable et transparent. Maître Méli, on doit s'attendre à quoi pour la suite? Nous nous attendons à ce que le Conseil constitutionnel prenne enfin ses responsabilités. Le Conseil constitutionnel nous a dit en janvier, 18 janvier, dans sa décision, que sa compétence ne s'entendait qu'à partir de la convocation du corps électoral. Nous y sommes. Alors, nous invitons le Conseil constitutionnel à constater que le corps électoral qui a été convoqué par M. le Président de la République l'autre jour est inexistant sur le plan juridique et à en tirer les conséquences en tant que régulateur suprême des élections présidentielles au Cameroun. Le Conseil constitutionnel doit donc prendre ses responsabilités pour prendre des mesures de régularisation. Donc, c'est pour ça que nous avons proposé que le corps électoral régularisé sorte plutôt de la décision du Conseil constitutionnel. Parce que le décret est déjà là, les formalités substantielles n'ont pas été accomplies, c'est son rôle de prendre des décisions pour que cela soit fait et que, à partir de là, il sorte un corps électoral régularisé. Donc, voilà notre démarche. Et à Munich, nous avons donc entrepris cette procédure pour que le contrat soit mis à la disposition de tous, parce que Veridos a un capital qui est composé de 40% de l'État allemand. Et nous ne pensons pas que les Allemands peuvent construire une démocratie transparente et venir au Cameroun construire plutôt une démocratie frauduleuse. Nous comptons beaucoup sur cette procédure et nous pensons qu'à la fin, eu égard aux règles de transparence électorale qui sont des droits de l'homme, prévues par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, prévues par le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui engage l'État allemand et l'État du Cameroun, prévues par la Convention européenne des droits de l'homme, parce que le contrat a été signé sur son sol, que, eu égard à tous ces droits fondamentaux, que les juges allemands demandent à Veridos de mettre en ligne le fichier électoral national. Donc, c'est ça l'objet de notre demande. Et assortir des mesures contraignantes. Je pense que ça engagera l'État. Maître Méli, merci.